Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'APEC, dont le nouveau sommet avec la participation commune de la Chine et des États-Unis attire l'attention du monde entier. Quel rôle joue l'APEC dans l'économie mondiale et comment évaluer l'influence de l'évolution de la relation sino-américaine sur le reste du monde? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, et par visioconférence Alex Wang, géopolitologue, président d'honneur de TESFEC, Transition écologique et solidaire en France et en Chine. Et depuis Bénin, Héribert Labelle Élisée Ajovi, gouverneur du magazine Le Label diplomatique et président du caucus panafricain des journalistes. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Alors, je vais commencer par M. Ding Yifan. Selon vous, quels sont les principaux enjeux de l'APEC de cette année? Comment voyez-vous cet événement? En fait, officiellement, l'objectif de l'APEC, donc de la conférence sommet de l'APEC, est l'avenir d'un développement durable et résilient. Donc cela dit tout, mais cela ne veut pas dire grand-chose non plus. Cela veut dire que, en fait, les dirigeants de cette région Asie-Pacifique vont discuter ensemble des problèmes de l'économie régionale et mondiale. En fait, cette partie du monde est la partie la plus dynamique de la croissance économique dans le monde. Quand on regarde les pronostics sur la croissance dans le monde, bien, c'est cette partie encore qui reste encore la plus dynamique. Le FMI a fait une estimation de la croissance mondiale selon les régions et cette partie du monde aura un taux de croissance supérieur à 5%. C'est beaucoup. À un moment où le marasme prédomine dans l'économie mondiale, eh bien, 5%, c'est très important pour l'économie mondiale. C'est pour cela que lorsque les dirigeants de cette région-là discutent du développement de la région et son impact sur l'économie mondiale, c'est très important aussi. Alors, Monsieur Wang, quel est votre point de vue? Vous travaillez beaucoup en Europe, donc quel est le sentiment sur le continent européen envers l'APEC de cette année? Je suis tout à fait d'accord avec M. Ding. Le plus important des enjeux est le développement durable, de façon 3I, interconnectée, innovative et inclusive, incluant la résilience du supply chain, commerce digital, la connectivité, l'opportunité pour les petites et moyennes entreprises et la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. On a vu que la PEC comprend presque 3 milliards de personnes qui produit plus de 60% du PIB mondial et là, incontestablement la locomotive de l'économie mondiale. Et Monsieur Ajovi, en tant que journaliste africain, quel est votre regard? Je crois que professeur Ding Yifan et Monsieur Alexis Wang ont dit l'essentiel, mais en tant qu'Africain, en tant que journaliste africain, au-delà de la rencontre formelle Asie-Pacifique à travers l'APEC, nous voyons un repositionnement du monde sur le plan économique. Donc, il y a des raisons économiques, mais également revoir le système sécuritaire mondial, puisqu'il y a beaucoup de situations troubles aujourd'hui, comme si on était au lendemain de 1945. Le choix de San Francisco peut paraître anodin, mais c'est très important. Et également, nous sommes à quelques jours du COP 28 à Dubaï le 30 novembre prochain. Donc, la question climatique est aussi une question fondamentale à cette rencontre. On voit que en marge de ce sommet, l'événement qui marque l'actualité, c'est bien sûr la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden. Quelle est votre analyse sur cette rencontre? En fait, le point saillant de la rencontre entre président chinois et président américain est probablement
l'événement qui marque ce sommet de l'APEC. En fait, depuis le sommet de l'APEC dernière, il y a eu une rencontre importante entre Xi Jinping et le président Biden en Indonésie. Ça a déjà servi à adoucir un peu la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Mais la relation n'était pas très stable. Cette année, je pense que cette rencontre consolide un peu la promesse ou l'engagement fait par les deux parties, les États-Unis et la Chine, pour stabiliser leurs relations bilatérales. En fait, parce que les États-Unis et la Chine, étant les deux plus grandes économies du monde, ont des responsabilités énormes, non seulement vis-à-vis de ces deux pays réciproquement, mais aussi vis-à-vis de l'économie mondiale, régionale et mondiale. Et c'est pour cela que la confrontation doit avoir des limites. Et l'année dernière, avec la rencontre entre les deux chefs d'État, ils sont arrivés à un minimum de compromis, un minimum de garantie pour que les relations ne soient pas déraillées. Et cette année, je pense qu'il y a un peu plus de signal positif des deux parties lors de cette rencontre à San Francisco, que finalement les États-Unis et la Chine vont s'engager en dépit de leur confrontation, en dépit de leur concurrence. Les deux pays vont s'engager sur une voie de plus de coopération et d'entente sur les grandes affaires du monde. Monsieur Wang, quelle est l'atmosphère en général en Europe envers cette rencontre? Donc, vu de l'Europe, on sait très bien que les économies de ces deux pays jouent un rôle de locomotive pour l'économie mondiale, y compris pour l'Europe. Et l'APEC, vu de l'Europe, l'APEC est un moment privilégié pour que ces deux pays montrent l'exemple quant à la meilleure façon de coopérer au-delà de la concurrence. La rencontre des deux leaders est une excellente nouvelle. Elle est décisive pour entamer une nouvelle étape à la fois réaliste mais ambitieuse, avec le respect mutuel et la compréhension approfondie dans le développement des relations sino-américaines, afin de booster et l'économie et la paix dans un monde multipolaire. Mais c'est un route très long. Il faut beaucoup de patience. Et Monsieur Ajovi, depuis l'Afrique, quel est le regard envers cette rencontre? Je crois fondamentalement que par rapport à la rencontre qui a eu lieu entre les présidents Xi Jinping de la Chine et Joe Biden des États-Unis d'Amérique, vu d'Afrique, c'est quelque chose qui était espéré parce que il y a près d'un an, il y a eu ce genre de rencontre entre les deux dirigeants qui dirigent les deux plus grandes économies mondiales, et on espérait vraiment qu'il y ait une telle rencontre. Et puis San Francisco, déjà le lieu, cette ville américaine au bord de l'océan Pacifique où en 1945, précisément le 26 juin 1945, 50 États se sont réunis, ont pu acter la Charte des Nations Unies. Et donc, en termes de symbole, San Francisco représente un peu là où le monde est allé chercher la paix et la sécurité mondiale. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'écueils à cette paix et cette sécurité mondiale. Et donc, cette rencontre entre les deux chefs d'État américains et chinois est très saluée sur le continent africain, parce que vous savez très bien que, comme on le dit chez nous en Afrique, lorsque les éléphants se battent, c'est les herbes qui en souffrent. Et donc, si les deux grandes superpuissances mondiales, à travers leurs chefs d'État, se rencontrent, cela est très important, surtout aujourd'hui que la Chine, à travers son président, le président Xi Jinping, propose deux initiatives qui vont dans le sens de la paix et de la sécurité mondiale, qui passe par le développement. L'initiative La Ceinture et la Route, et l'autre initiative également, la Communauté de destin pour l'humanité, qui prend en compte l'ensemble de la société internationale. Donc sur
le plan de la paix et de la sécurité mondiale. Cette rencontre est très importante. Cette rencontre est également importante en ce qui concerne la stabilité économique du monde, puisque c'est les deux plus grandes économies du monde. Et nous savons très bien que les relations économiques et commerciales entre les deux pays avoisinent les 800 milliards de dollars et que s'il n'y a pas une entente entre ces deux superpuissances, avec les crises qu'on a eues dans le passé, on pourrait avoir de plus grandes crises. Et en troisième position, naturellement, c'est très important pour l'Afrique. En attendant le COP 28 qui aura lieu à Dubaï le 30 novembre prochain, que les deux superpuissances mondiales qu'on dit à tort ou à raison sont les deux plus grands pollueurs du monde, l'Afrique souhaite bien évidemment qu'à travers cette rencontre, que soient prises des initiatives pour diminuer gaz à effet de serre pour que nous ayons un environnement plus pacifique. En fait, je crois que ce que vous avez dit me rappelle d'un commentaire d'un internaute que j'ai vu en fait, après la vidéo de la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden. Il a dit même, au nom de l'humanité, j'espère que la Chine et les États-Unis peuvent travailler ensemble que d'avoir une compétition destructive. Vous avez parlé de cette initiative de communauté de destin commun dans l'humanité qui illustre un peu la vision chinoise de la compétition et des relations entre les différents pays. En fait, justement, pendant cette rencontre, le président Xi Jinping a déclaré encore une fois la philosophie chinoise un peu en ce sens. Il a dit, par exemple, la compétition entre grands pays n'est pas la tendance prédominante de notre époque et encore la planète est assez grande pour que nos deux pays prospèrent. Les succès respectifs de la Chine et des États-Unis constituent une opportunité plutôt qu'un défi l'un pour l'autre. Donc, pensez-vous que le message est bien transmis et ça pourrait être bien compris par la partie américaine? Oui, je pense que le message est passé. Mais est-ce que le message sera bien accepté par l'audience américaine, par le gouvernement américain? On n'est pas très sûr. On n'est pas très sûr parce que ce n'est pas dans leur mentalité. Dans la mentalité occidentale, et en particulier américaine, bien, ils doivent assurer la direction, la monopolie, etc., dans un système international. Dans un système international, il ne peut avoir qu'un seul leader. Donc les États-Unis restera toujours le leadership du monde. Eh bien, la Chine prône une espèce de partenariat, une coopération, et les acteurs sont plutôt égaux. Les acteurs sont égaux, mais pour faire face à des défis globaux, à des problèmes qui hantent toute notre planète. Donc on pense au nom de l'humanité. C'est ça. Il faut que tous les pays unissent leurs efforts pour faire face à des défis globaux, tels le changement climatique, etc. Mais ce genre de vision n'est pas forcément partagé par les Occidentaux qui ont traversé des périodes de colonialisme, de libéralisme, etc., de dominance d'autres nations. Donc ça va être un peu difficile pour eux d'accepter cela. Et pour cela. Donc, mais tout de même, comme la Chine est devenue tellement importante dans l'économie mondiale, surtout dans des secteurs clés comme le développement de l'énergie renouvelable, etc., que finalement les États-Unis ou même le monde occidental doit compter avec la Chine. Et de ce point de vue, je pense qu'ils ont accepté. Ils ont accepté de coopérer tout en maintenant une espèce de concurrence avec la Chine. Mais ils ont accepté de coopérer avec la Chine, du moins dans le domaine du changement climatique. Et l'envoyé spécial du gouvernement américain, John Kerry, est venu discuter de ce problème-là. Il a fait des engagements fermes
sur l'importation des équipements de production de l'énergie renouvelable. Et ça, c'est un geste important vis-à-vis de l'administration Biden pour résoudre le problème global. C'est un effort conjoint entre la C'est Chine ça. et les États-Unis. Et Monsieur Wang, quel est votre regard là-dessus? Parce que c'est une bonne chose qu'on a mis les choses sur la table. Vous parlez clairement de la nécessité absolue pour les deux pays de puissance de collaborer au-delà de la concurrence. Et en même temps, je l'ai déjà mentionné, ça va être un travail très très long, très patient pour que le message soit compris complètement par les deux parties au sein des États-Unis et aussi accepté par cette puissance, première puissance mondiale. Et quelque part, donc même si un jour le PIB de la Chine va dépasser celui des US, l'US restera une des premières puissances mondiales concernant la technologie et aussi concernant la puissance industrielle. Je crois qu'il pense que si cela arrive, l'US seront prêts et vont disparaître. Mais c'est un travail long en laine, je pense, long en laine pour les Chinois, pour les Américains de comprendre ce point. Et aussi, quelque part, les Européens devraient aider, notamment les Américains, à comprendre. Mais vous pensez que les Européens comprennent ce message? Comprendre. Je pense que les Français comprennent quand même ce message parce que il y a une longue histoire derrière quand même. Donc, pas de 1000 ans, mais plus de 1000 ans d'histoire. Ils ont vu des hauts et des bas dans l'histoire et que les US n'ont pas encore vu parce qu'ils ont été numéro 1 et numéro 1. Ça fait peur de se trouver être numéro 2 ou numéro 3. Mais il faut avoir la confiance en soi-même, même si il y a des hauts et des bas dans le développement de chaque pays. C'est Et vrai, que c'est oui. dans l'intérêt général. Comme vous l'avez dit, c'est l'intérêt de l'humanité qui est en jeu. Alors, on voit que juste avant l'APEC, on a la directrice exécutive du secrétariat de l'APEC a estimé dans une interview que les deux pays devaient envisager des approches plus holistiques, susceptibles de stimuler la croissance mondiale dans une perspective plus large. Donc, Monsieur Ding Yifan, que pensez-vous de ces remarques? Est-ce que c'est une approche possible? En fait, envisager. oui, mais la Chine est prête à engager les États-Unis sur une voie coopérative. Donc, en fait, les relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis ne doivent pas se limiter à une espèce de concurrence, à une espèce de confrontation, etc., comme prônent beaucoup de stratégistes américains vis-à-vis de la Chine. Ils pensent que pour essayer de distancer la Chine dans la course avec les États-Unis, ils doivent utiliser tous les moyens possibles pour essayer de ralentir le développement de la Chine, pour essayer de créer plus d'obstacles à la Chine, etc. etc. Et maintenant, la Chine dit que finalement, puisque vous ne pouvez jamais empêcher la Chine de se développer, autant coopérer ensemble pour résoudre d'abord les problèmes. Eh bien, le secrétaire de l'APEC a exprimé l'envie de voir la Chine et les États-Unis se coopérer plus étroitement dans une vision holistique, ça veut dire totale, dans le monde, pour que leur coopération aurait des effets de débordement positifs sur le monde. Si les États-Unis et la Chine pouvaient avoir un peu plus de coopération dans le domaine de développement économique, dans le domaine de promotion du commerce international, etc., ça aurait des effets positifs sur d'autres pays de la région et sur l'économie mondiale. C'est ce point de vue qui est généralement exprimé par beaucoup de pays vis-à-vis de
radoucissement de tensions entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que c'est peut-être dans l'histoire des États-Unis avant, ils ont dans leur mentalité soit c'est un rival, soit c'est un partenaire, il n'y a pas un choix, il n'y a pas un troisième choix. Oui, parce qu'ils n'ont jamais rencontré un partenaire comme la Chine. Et maintenant, comme la Chine et les États-Unis ont devenu, leur économie ont devenu tellement importante, il y a une vraie importance pour le monde entier que ça change tout. Est-ce que c'est ça? Oui, il y a d'abord parce que les États-Unis n'ont pas l'habitude de parler, de s'adresser à un partenaire comme la Chine. Donc, c'est arrivé seulement dans l'histoire cette fois-ci. Avec un système politique aussi non, différent. Le système politique ou militaire différent ou pas, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est que les États-Unis ne pourraient pas tolérer un rival au pied d'égal dans un même système international. C'est leur position, c'est leur vision du monde. Leur vision du monde, c'est que dans un système international, il peut y avoir qu'un leader. Le leader doit être les États-Unis, un rival, donc un concurrent qui peuvent, d'une certaine manière, rivaliser avec les États-Unis, serait considéré comme une menace vitale. Donc les États-Unis vont tout faire pour essayer de l'écarter ou de le casser. Et Monsieur Wang, je vois que vous voulez intervenir. Oui. Oui, monsieur, pour moi, c'est une remarque de sagesse, cette remarque à propos de l'approche holistique. Je viens un peu de philosophie, donc les êtres humains ont acquis la capacité de réflexion et d'action individuelle en tant qu'individu, en tant que pays, on l'a vu avec l'US, mais ils entrent désormais dans une nouvelle phase d'évolution pour apprendre à s'organiser en tant qu'une entité globale. M. Ting l'a mentionné également. Organiser la croissance mondiale de façon holistique serait une opportunité pour grandir ensemble, et aussi c'est l'unique route quelque part pour s'en sortir face aux défis globaux qui réclament une approche holistique. Pierre de Chardin, géologue et paléontologue français, a dit un jour: tout ce qui monte converge. Converger, c'est-à-dire coopérer au-delà de la concurrence. Voilà la route à prendre pour adopter cette nouvelle approche avec une perspective plus large. Et cela se pratique déjà dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise au niveau mondial. L'APEC est l'une des plateformes de convergence par excellence. Et Monsieur Ajovi, quel est votre regard? Les deux grandes superpuissances, les États-Unis et la Chine, sur la question climatique, cela nous importe beaucoup, vu d'Afrique, peuvent également beaucoup travailler ensemble. La Chine, aujourd'hui, a donné des exemples, puisque qu'est-ce que veut l'Afrique? Dans ce sens-là, à l'issue du premier sommet africain sur les changements climatiques, il est question, bien évidemment, d'avoir des énergies propres. L'Afrique ne participe qu'à 2 à 3% alors de gaz à effet de serre, et pourtant nous subissons de plein fouet les effets des changements climatiques. Et donc il est question alors de soutenir l'Afrique dans ce sens. Et en 2009, les grandes puissances ont pris des engagements vis-à-vis de l'Afrique pour que de 2020 à 2025, chaque année, il y ait 100 milliards de dollars américains qui soient injectés pour aider les pays en voie de développement, notamment les pays africains, à pouvoir juguler cette crise. Mais jusque-là, pas grand-chose n'a été fait malgré les COP qui se succèdent, et on attend de voir ce qui va se passer avec le COP 28 à Dubaï le 30 novembre prochain. Mais ce qui est important pour l'Afrique, c'est déjà parce que nous avons quand même 40% de cobalt, de manganèse et de platine qui interviennent vraiment dans la construction des batteries et des piles à hydrogène. Il est important également d'agir sur les taxes carbone. L'Afrique le demande par rapport au transport aérien également. Et sans oublier le dernier aspect, il faut faire une réforme du système financier international. Même le secrétaire général des Nations Unies a dit que le système financier actuel est caduc, est désuet, est dépassé.
Alors, on a beaucoup parlé de cet intérêt le dialogue entre la Chine et les États-Unis pour le monde. Mais pour les deux pays eux-mêmes, je cite ici l'ancien secrétaire au Trésor américain Lawrence Summers. Il a dit « La Chine et les États-Unis sont comme deux hommes forts dans la même barque sur une mer agitée et tous les deux doivent ramer à l'unisson s'ils veulent atteindre le rivage. » Donc, quel regard portez-vous sur cette analyse? Quels sont, si on regarde précisément, quels sont les domaines de coopération plus concrets entre les deux pays à l'heure actuelle? Je pense que Lawrence Summers a d'une certaine manière emprunté le proverbe chinois pour décrire la situation actuelle entre les États-Unis et la Chine. C'est ça. Ouais. En fait, c'est les Chinois qui avaient inventé le proverbe des milliers d'années avant. Pour traverser une mer agitée, et les hommes doivent s'efforcer d'unir leurs efforts dans un bateau. Parce que sinon, si le bateau se renverse, tout le monde perdra leur vie. Donc c'est quelque chose de très important. Et l'économie, avec des années de mondialisation, l'économie mondiale est devenue tellement intégrée que finalement, si les deux grandes économies ne se coopèrent pas, l'économie mondiale, pas seulement l'économie américaine ou l'économie chinoise, mais l'économie mondiale risque de se dérailler et ça va être une catastrophe pour l'humanité, pour tout le monde. Et pour cela, je pense que Lawrence Summers a raison de citer ce proverbe chinois, car nous avons tous... C'est d'ailleurs l'idée de l'expression du président chinois, la construction d'une communauté de l'humanité pour le destin commun. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est parce que nous faisons face à des défis mondiaux. Eh bien, si nous ne nous efforçons pas de travailler ensemble, et que si nous soyons engagés encore dans une concurrence, dans une rivalité, eh bien, on risque de perdre nos efforts. Le travail sera beaucoup moins efficace pour faire face à un défi commun. Et bien, pour cela, je pense qu'il a raison de proposer une solution commune à la Chine et aux États-Unis dans l'économie mondiale pour traverser des crises qui sont plus ou moins imminentes actuellement. Des crises financières, le manque de dynamisme dans la croissance mondiale, l'aggravation des problèmes de l'environnement, etc., etc. Ce sont des problèmes vraiment difficiles et il faut que les deux grandes économies unissent leurs efforts ensemble. Quel est votre regard, M. Wang? Est-ce que c'est le moment de changement de paradigme? Oui, je pense que ça a commencé, mais ça va être long. J'insiste sur le fait que ça va être long, il faut être patient et persévérant. L'analyse qu'on vient de voir, c'est tout à fait pertinente et parlante. C'est presque le bon sens. Nous vivons sur la même planète, elle est précieuse et fragile. L'un des points de convergence pourrait être la protection de cet environnement. Ces deux pays puissants devraient prendre davantage conscience de leur responsabilité dans la protection de notre maison commune, quelque part. Donc, sur le même bateau. L'autre point qui devrait attirer davantage l'attention des deux puissances, c'est aider ensemble, l'Afrique à se développer plus rapidement et plus en profondeur. Le monde ne peut pas être prospère durablement et dans la paix sans une Afrique développée. Alors, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à notre émission et partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Merci. 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 Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.